L'hypnose n'est pas qu'un divertissement, c'est aussi une thérapie. Après m'être complètement planté sur la thérapie et surtout sur l'hypnose, je réalise avec plaisir cette émission afin de te donner ma propre vision de cet outil incroyable qu'est l'hypnose. Je trouve que c'est un sujet encore méconnu et tabou qui mérite vraiment d'être démystifié. Allez, c'est parti! Alors du coup, l'émission du jour sera scindée en 3 parties. Pour commencer, il y aura une explication de l'hypnose et de l'accompagnement de manière très générale. Ensuite, je te donnerai mon avis sur quelques mythes et croyances concernant l'hypnose et la thérapie. Et enfin, pour terminer, j'illustrerai mes propos en utilisant un chapitre de ma propre histoire. Et en tout cas, si tu ne me connais pas, moi c'est Pauline et je suis maître praticien en hypnose. Bon, j'avoue, ce sont de bien grands mots, je le conçois, et pourtant, c'est un véritable métier de passion et de cœur aujourd'hui. Et si j'avais un seul instant soupçonné que je travaillerais dans le domaine de l'accompagnement, je n'y aurais jamais cru. Tout cela pour te dire qu'avant d'en arriver là, je suis passé par la gestion financière et les flux de marchandises en hypermarché, puis par la gestion et la direction d'EHPAD. J'ai découvert 2 univers complètement différents, riches d'apprentissage et de découvertes humaines. J'adore varier les plaisirs en changeant de domaine d'activité afin de nourrir ma curiosité intellectuelle, je l'avoue. Ayant été très sceptique concernant la thérapie et tout ce qui s'y apparente, j'ai, il y a 2 ans, eu besoin d'être accompagné. J'ai donc mis toutes mes croyances limitantes de côté afin de découvrir le merveilleux milieu qu'est la thérapie et l'hypnose. Et je t'avoue que c'est juste incroyable. Je partais pourtant de super loin, crois-moi. Je m'en suis tellement passionné que du coup, je m'y suis formé et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Allez, assez parlé de moi, bienvenue sur le Chat d'Or. Avant que je ne commence, je voulais te prévenir que j'utilise le tutoiement. Alors, ce n'est pas un manque de respect, c'est simplement plus naturel pour moi, à partir du moment où le respect est toujours de rigueur, bien évidemment. Et crois-moi, au vu de l'intensité d'une séance d'hypnose, je t'assure que le choix du pronom personnel est littéralement dérisoire. On s'en moque. Bref, rentrons dans le vif du sujet, l'hypnose. Alors, sache tout d'abord qu'il faut différencier l'hypnose de spectacle, que tu peux voir à la télévision ou même dans la rue, et l'hypnose thérapeutique. En effet, cette dernière n'a pas vocation à divertir. Elle est là pour accompagner un client qui désire comprendre certains de ses comportements, par exemple le tabac, l'échanger ou encore apprendre à vivre avec, par exemple un deuil. Tu connais probablement un membre de ton entourage, proche ou lointain, qui est super fier de ne plus fumer grâce à l'hypnose. Par définition, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Elle permet d'accéder à l'inconscient, qui, même s'il est en arrière-plan en temps normal, représente entre 80 et 90% de notre fonctionnement global. Cet état, il est produit naturellement par le cerveau toutes les 90 minutes environ. Cela ne dure que quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Pour illustrer l'hypnose, rappelle-toi de ces moments où tu es soit dans la lune, en hyperconcentration, au point d'oublier le monde qui t'entoure, ou encore lorsque tu roules pendant plus d'1 heure sans voir le temps passer, et tout plein d'exemples qui peuvent venir à toi. Eh bien, à petite échelle, c'est cela qu'on ressent pendant une séance d'hypnose. Grâce à l'hypnose thérapeutique, le cerveau demeure dans cet état pendant plusieurs dizaines de minutes, à des profondeurs de relaxation différentes. L'objectif étant de créer une dissociation entre le conscient et l'inconscient de l'autre côté, et permettre à ce dernier de s'exprimer. Il n'y a pas de notion de perte de contrôle ou d'aller contre sa volonté. Crois-moi, si tu ne veux pas, tu n'iras pas. Et je suis la spécialiste là-dedans à la base, donc crois-moi. Je pense que je pourrais te donner plusieurs définitions, mais la mienne, elle se résume à cela. L'hypnose, c'est la porte permettant d'accéder à l'inconscient et aux émotions. C'est assez schématique et pourtant, à chaque fois que je termine une première séance, il y a une espèce de révélation, une compréhension qui ne peut être expliquée qu'à partir du moment où tu le vis. Pour illustrer tout cela, je trouve que les films d'animation vice-versa, que je t'avoue j'ai adoré, sont une belle ressource. Ils mettent en lumière l'importance des émotions, leur place souvent négligée et même l'origine de l'estime de soi. Je t'invite à les regarder car ils sont riches et illustrent de nombreux fonctionnements.
D'ailleurs, si tu es légèrement, voire grandement sceptique, comme j'ai pu l'être pendant des années, sache que l'hypnose a été prouvée scientifiquement en 2022. J'ai d'ailleurs mis le lien dans la description si cela t'intéresse. De plus en plus, même d'hôpitaux l'utilisent également en complément de l'anesthésie. Donc comme quoi, c'est incroyable. De plus, même si je pense personnellement que beaucoup de sujets peuvent être travaillés grâce à l'hypnose, cette dernière ne se substitue absolument pas à la médecine. C'est une approche véritablement complémentaire, d'accord? Par exemple, la médecine et la chirurgie ont soigné mon cancer, merci à eux d'ailleurs. En revanche, toutes les conséquences émotionnelles et comportementales, moi je les ai travaillées grâce à l'hypnose et la thérapie. Aucun médicament ne m'aurait aidé sur ces sujets-là, concrètement. D'ailleurs, avec du recul, je prends conscience que ce n'est pas croire à l'hypnose qui est difficile, le plus dur est souvent de s'ouvrir à soi-même, de réussir à se regarder sans filtre, sans jugement, simplement en constatant et donc en analysant la situation de manière objective. Mais pour voir cette partie-là de toi, il faut accepter de s'ouvrir. Et c'est là où c'est souvent difficile. Car ce n'est pas ressentir qui est compliqué, c'est réussir à utiliser cette émotion ou une émotion, quelle qu'elle soit, pour en faire quelque chose. Rappelle-toi la dernière fois où tu as ressenti par exemple une profonde colère, un énorme stress ou encore une tristesse innommable, que même les mots ne peuvent décrire. Eh bien c'est cela, utiliser l'émotion comme un marqueur, un indicateur, et ne pas la mettre de côté par simplicité ou par peur. Un jour, un ancien collègue m'a avoué qu'il refusait catégoriquement de se faire accompagner pour éviter de déterrer certains souvenirs et surtout certaines souffrances. Même si je ne partage pas sa pensée, je comprends aujourd'hui avec le recul qu'il faut un sacré courage pour prendre soin de sa santé mentale. C'est vrai que lorsque j'y réfléchis, c'est tellement plus simple de laisser de côté, d'enfouir en espérant que cela cesse, et pourtant, crois-moi, pour avoir travaillé en EHPAD et avoir pris grand plaisir à discuter avec nos aînés, les regrets et les remords sont bien pires. Dans cette seconde partie, je vais te donner quelques contre-arguments sur les croyances et les mythes associés à l'hypnose et à l'accompagnement. Je t'avoue que c'est une partie que j'adore. Numéro 1, c'est trop cher. Alors, tu peux trouver des séances à 60 euros qui peuvent grimper jusqu'à plusieurs centaines d'euros, en fonction de la spécialité que tu choisis. De prime abord, cela peut sembler cher, ok. Mais moi, ma question, c'est quelle valeur donnes-tu à ton bien-être et à ta santé mentale? J'aime les chiffres, donc faisons un calcul. 15 séances à 60 euros coûtent 900 euros. Ok. En les répartissant sur plusieurs mois, tu étales bien évidemment la charge. Alors peut-être que cette année tu n'iras pas en voyage, tu ne changeras pas de téléphone ou tu réduiras tes sorties. En tout cas, tout est question, pour moi, de choix. J'ouvre une parenthèse. Depuis 2022, l'assurance maladie prend en charge, sous certaines conditions, des séances avec un psychologue. À la suite d'une évolution, il n'y a désormais plus l'obligation d'être orienté par un médecin traitant pour être pris en charge, ce qui est franchement génial. C'est que depuis le 1er août, donc franchement, profites-en si t'en as envie. Attention, je mets un bémol. Les médecines douces ne sont pas concernées. J'ouvre une autre parenthèse, certaines mutuelles prennent quand même en charge quelques séances, je pense notamment à la sophrologie. Cela dit, j'observe de plus en plus de psychologues formés à ces alternatives telles que l'hypnose, la PNL, la sophrologie, etc. Alors à bon entendeur. D'ailleurs, si tu veux compléter tes connaissances, tu trouveras toutes les informations nécessaires dans le lien situé dans la description de l'épisode. Je ferme cette parenthèse. Numéro 2. Ça ne sert à rien, j'ai déjà essayé. J'aime particulièrement celle-ci, je l'avoue. J'espère qu'il n'est pas pratiqué dans tous les domaines de ta vie parce que ce serait franchement super triste. Blague mise à part. Si après une ou deux séances, tu estimes que rien n'a bougé, alors il faut peut-être s'interroger. Était-ce le bon praticien, la bonne méthode, le bon moment, le bon sujet, la bonne approche? Bref, plein de questions que tu peux te poser. Parce que franchement, il serait vraiment dommage de te priver d'aller mieux pour les mauvaises raisons. Ou alors, dans ces conditions-là, assumer le fait de ne pas vouloir aller mieux, et ça c'est un autre débat. J'ai eu ce discours pendant des années, donc il n'y a aucun jugement, crois-moi, c'est juste un constat. Numéro 3. Je ne suis pas hypnotisable. Alors, avec toute le descriptif que je t'ai fait au-dessus, je pense que maintenant tu as au moins un début de réponse. Néanmoins, la question pour moi n'est pas est-ce que tu peux, mais est-ce que tu veux? Étant en état naturel, tu le vis tous les jours. Donc techniquement, tu l'es. En revanche, il est probable que tes fonctionnements et tes croyances t'empêchent d'y aller sereinement. Et ça, oui, je te l'accorde. Là, c'est le travail du praticien de t'accompagner à t'ouvrir à cela.
Attention, je mets quand même un bémol, c'est du 50-50. Il ne pourra rien si tu ne t'engages pas sincèrement. Numéro 4. Je n'ai pas envie de parler. Alors aujourd'hui, je me pose régulièrement la question, ai-je envie ou ai-je besoin? Et là, un véritable conflit interne s'opère. Après de nombreuses séances d'ailleurs, en tant que cliente et patiente, en fonction de la spécialité, je sais que si je n'en ai pas envie, c'est que j'en ai besoin. C'est paradoxal, mais c'est mon fonctionnement qui est comme ça. De plus, il y a une autre question à se poser. Le plus difficile est de parler à autrui ou de s'avouer à haute voix quelque chose d'inconcevable. Numéro 5. Je crains de montrer mes émotions. J'ai une seule question. Envers qui as-tu peur de les montrer? Envers une personne externe ou à toi-même? D'ailleurs, serait-ce une forme de fierté qui te dessert peut-être plus qu'autre chose? Cette question me permet de rebondir sur une autre. La numéro 6. Numéro 6. Il n'y a que les faibles qui vont voir un psy. Alors, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, il faut être sacrément courageux pour affronter ses peurs internes, ses blessures émotionnelles et travailler sur des sujets douloureux. Alors, chacun possède sa propre vision, mais c'est souvent celui qui n'a jamais posé son fessier sur un cheval qui crie haut et fort que ce n'est pas un sport. C'est un petit clin d'œil personnel. Numéro 7. Je ne trouve pas le bon praticien. Alors celle-ci, je te l'accorde, est difficile. Trouver la personne qui te conviendra n'est pas évident. Cela dit, quand tu trouves la, voire les bonnes personnes, c'est un véritable délice. Et j'appuie sur le mot délice. Lorsque tu en arrives au point d'être ravi d'aller à ton prochain rendez-vous, t'as tout gagné, littéralement. Bon, je ne vais pas faire plus long concernant cette partie, car dans 15 jours, je ferai tout un épisode sur le sujet. J'ai trop hâte, il y a tellement de choses à dire. Donc je ne fais pas plus long. Numéro 8. Je n'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Alors c'est souvent un bon argument, enfin, selon toi. Cela ne devrait pourtant pas t'empêcher d'aller mieux, surtout si tu le désires profondément. Il y a une vraie différence entre je sais que je dois y aller et je vais me débrouiller pour y aller. Cela dit, j'ai conscience de cette problématique qui demeure, j'y ai été confronté pendant des années et c'est vraiment pénible. Cependant, sache qu'il y a des praticiens qui se sont spécialisés dans les horaires atypiques pour justement répondre à cette objection. Petit clin d'œil professionnel cette fois-ci. Numéro 9. Je ne veux pas perdre le contrôle. Alors, étant une spécialiste de celui-ci, où je m'interroge encore profondément sur la question, je le laisse de côté car je vais en faire tout un épisode également, diffusé dans quelques semaines, parce que je trouve le sujet passionnant. En attendant, j'ai quelques questions pour toi. Qu'est-ce que le contrôle? Véritablement pour toi? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Personnellement? Professionnellement? Est-ce que c'est ton éducation? Un sentiment de devoir? Une conséquence? Une façon de te protéger? Une fierté, un sentiment de force, etc. D'ailleurs, je pourrais l'apparenter à une absence de lâcher prise, mais c'est un terme que je n'apprécie pas particulièrement. Pour moi, il veut tout et rien dire. Le contrôle est bien plus large et complexe, mais crois-moi, je reviendrai dessus prochainement. La numéro 10. Je connais mes blessures, je peux les soigner seul. D'accord, je n'en doute pas, c'est ok. J'ai juste une question, ça donne quoi comme résultat? J'ai un rictus en le disant, je l'avoue, et pourtant, je ne me suis jamais imaginé en train d'opérer ma fracture de la jambe. Chacun son domaine après tout. Si je dis ça, c'est simplement pour te faire comprendre que c'est pas parce que c'est de la santé mentale et qu'il n'y a rien de physique que pour autant, on sait s'y prendre. C'est assez franc, mais le cerveau fera tout pour que tu demeures dans ta zone de confort, même si elle est pire. Il veut ta survie, peu importe si tu boites. Et le dernier, le numéro 11, j'ai honte, je ne veux pas être jugé, surtout par mon entourage. Je ne connais pas ta définition du jugement, mais si ton entourage ne te souhaite pas le meilleur, alors peut-être qu'il a quelques questions à se poser. Peu importe l'avis de ton entourage, le plus important c'est que risques-tu à aller mieux? Parfois l'entourage, il a peur de ton avancement parce qu'il ne suit pas le même chemin et donc tu risques d'entendre ce fameux tu changes. C'est vrai, tu changes et tu évolues. N'oublie pas que c'est tant mieux et c'est ça qui est magnifique. Prenons mon exemple.
Je me suis battu pendant des années face à certaines évidences. On m'a tellement répété cette phrase: on ne choisit pas sa famille. Techniquement, c'est vrai, ok, mais je vais y ajouter une nuance. On ne choisit pas sa famille, oui, mais on peut choisir qui en fait partie. Pour moi, un lien de sang n'a aucune valeur face au respect et à l'amour que je mérite. Tout est question de choix, encore une fois. Concernant la honte, la gêne, la peur du regard d'autrui, crois-moi, ce n'est que passager et ton praticien pourra t'accompagner sur le sujet. Tu verras que ces sentiments deviendront futilité dans le futur, je t'assure. Il y a vraiment plus important. Et voilà, je pense t'avoir tout donné, en tout cas tout donné sur les mythes concernant l'hypnose et l'accompagnement qui me semblait judicieux d'évoquer. N'hésite pas à les écouter de nouveau car il y a une vraie différence entre entendre, écouter, comprendre et assimiler. Pour moi, chaque expérience de vie est primordiale et précieuse. Cela dit, bon nombre d'entre elles laissent des marques indélébiles. Ces dernières n'ont pas à être effacées, en partant du principe que cela soit possible, bien évidemment. Elles nécessitent en revanche d'être cicatrisées, puis apaisées, afin de vivre le mieux possible avec. Et c'est cela que signifie pour moi être accompagné, voir quelqu'un, aller chez le psy, peu importe le praticien et les outils que tu choisis. Pour illustrer mes propos, je te donne un exemple de ma propre histoire. Il y a 2 ans, j'ai eu un cancer des ovaires. Bon, je te passe les merveilleux détails médicaux, cela dit, il y a eu une conséquence que je n'avais pas envisagée. Celle d'être face à un cancer hormonodépendant qui est trop rare pour en connaître les conséquences si j'exprime un jour le souhait de donner la vie. Bon. Conclusion. Après de nombreux rendez-vous, de nombreuses questions, et crois-moi, j'en ai eu beaucoup, j'en ai conclu que oui, la médecine pourrait potentiellement m'aider à travers un soutien médical, et que non, elle ne sait pas si je risque une récidive et donc de mourir. Alors, avec du travail et du temps, car ce dernier est aussi un ingrédient primordial dans la réparation, j'ai pris la décision le 30 mai 2023 que je ne ferai pas d'enfant. Alors, je le dis de manière très naturelle et sans émotion, mais je l'ai tellement travaillé, je t'assure qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet où même je suis capable d'en plaisanter littéralement. J'ai gravi la montagne de toutes mes émotions et j'ai écouté chaque larme concernant ce sujet afin de comprendre ce qui me faisait véritablement mal. Dans tous les cas, je sais que je serai maman, c'est certain, mais je ne prendrai pas le risque d'y laisser la vie. Et quand je vais un peu plus loin dans la démarche, je me dis que je ne suis qu'un futur parent qui ne donnera pas la vie, ce qui correspond à environ 50% des parents. C'est dans ce type d'aléa de la vie que j'ai pris conscience que des blessures inattendues bien souvent surgissent ou ressurgissent d'un seul coup. Donc si je reprends mon exemple du cancer des ovaires, pour illustrer tous les propos que j'ai pu te donner au préalable. Première étape, accepter d'avoir un cancer des ovaires à 25 ans. Deuxième étape, commencer à envisager de ne pas donner la vie. Troisième étape, faire le deuil de concevoir un enfant alors que j'ai encore tous les ingrédients pour. Même si mon cancer a fait il me reste plus qu'un ovaire et une trompe, il me reste aussi mon utérus, tout fonctionne très bien. Donc vraiment faire le deuil de cette partie-là. Quatrième étape, accepter d'imposer ma stérilité à un ou une partenaire. Celle-ci a été particulièrement difficile, je l'avoue, et même si je vais jusqu'au bout de l'honnêteté, je pense qu'encore aujourd'hui, je suis encore sur le sujet. Il est globalement travaillé, il y aura une petite pointe de tristesse à ce niveau-là. Cinquième étape, accepter l'injustice face au fait que mon propre père ait pu faire une multitude d'enfants pour ne pas s'en occuper, alors que moi, j'ai toujours eu la volonté d'avoir mes propres enfants et que je ne pourrais pas. Et quand je dis propre, je mets des grandes guillemets. Sixième étape, travailler sur le rejet, car bien évidemment, lors d'une rencontre, la personne est en droit de refuser cette partie de moi, et c'est bien normal. Et la dernière étape, la septième, accepter le parcours du combattant que représente l'adoption. Alors, quand on y réfléchit, ce qui était à la base un simple, et je mets des guillemets, cancer des ovaires s'est transféré en une véritable succession de sujets à travailler. Et je t'avoue que j'ai eu mon cancer il y a maintenant 2 ans et demi, c'était épuisant, mais ça valait le détour, crois-moi. C'est pour cela que lors d'une épreuve, je peux comprendre lorsque j'entends que ça fait peur de gravir la montagne pour s'en sortir. Elle semble interminable et insurmontable. Pourtant, elle est à la hauteur de l'importance de l'épreuve
D'ailleurs, toutes les épreuves que j'ai traversées pour mon cancer étaient les bonnes pour moi. J'en suis sorti grandi, plus mûr et surtout, aujourd'hui, je sais que j'ai un sourire qui est bien plus sincère qu'avant. Même si j'ai moins, je sais qu'avec ce moins, je fais beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est ça que je trouve incroyable. Pour moi, je pouvais pas prendre de raccourcis. Parce que si j'avais pris les fameux raccourcis, qu'on aime tous bien faire généralement, il est fort probable que j'aurais été obligé de recommencer à travailler sur le sujet un jour ou l'autre. Alors autant battre le fer tant qu'il est chaud. Ainsi, à travers cet exemple, je te montre qu'un sujet est souvent bien plus vaste car il mélange de nombreuses émotions et surtout plusieurs sujets qui ressurgissent d'on ne sait où. Et heureusement, je te rassure, tous les sujets ne sont pas aussi importants et douloureux que l'exemple que j'ai pu te donner, et certains se résolvent en quelques dizaines de minutes. Et heureusement, parce qu'autrement ce serait épuisant, littéralement. Et tu vois, je trouve que la plus belle récompense après tout cela, c'est de voir ou d'entendre le sourire de mes clients lorsqu'ils prennent conscience qu'ils avancent véritablement. Car ça, c'est vraiment magnifique. Pour résumer, tu as une multitude d'explications, voire d'excuses pour ne pas aller mieux. C'est un choix qui t'appartient et qui devra te suivre tout au long de ta vie. Cela dit, rien n'est gravé dans le marbre et heureusement. En ce moment, je cogite sur cette phrase que j'ai lue dernièrement qui disait: les gens meurent à 25 ans, mais on les enterre à 75. Je trouve cette phrase hyper dure et pourtant d'une vérité criante. Alors si tu te sens prêt et si tu estimes en avoir besoin, ne laisse pas la souffrance prendre toute la place, je suis certaine que tu mérites mieux. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager au maximum mon émission Le Ch'adore. Hey, avant que tu te retournes à toutes tes occupations, la prochaine émission, elle sera diffusée le jeudi 26 septembre. Et ce sera ma deuxième séance d'auto-hypnose. Parce que la première, je vais la diffuser dès ce soir. Et oui, je te partage avec plaisir mon histoire, car je n'en ai pas honte. Et j'avoue qu'il y a une quantité de matières intéressantes qui peuvent potentiellement te parler. J'ai trop hâte, je la diffuserai le soir, car ce n'est absolument pas à écouter en voiture. Je te ferai un rappel de ça. Surtout ne l'écoute pas en voiture, que ce soit mes hypnoses ou mes auto-hypnoses. Et n'oublie pas, mieux vaut boiter sur le bon chemin que courir sur le mauvais. À bientôt!